Nous étions assis sur une tombe abandonnée du XVIIe siècle, une fin d'après-midi, dans le vieux cimetière d'Arkham, et spéculions sur l'innommable. En voyant devant nous, en plein milieu du cimetière, le saule géant, dont le tronc avait presque littéralement avalé une antique dalle devenue illisible, j'avais émis une remarque fantastique sur la nourriture spectrale et indescriptible que ces racines colossales devaient pomper à même cette terre charnelle et vénérable. Mon ami se moqua de moi devant un tel non-sens et prétendit que, faute d'enterrement depuis plus d'un siècle en ce lieu, rien n'avait pu nourrir l'arbre autrement que de la façon la plus ordinaire. En même temps, ajouta-t-il, mes constantes remarques à propos de l'innommable ou de l'indescriptible étaient un jeu puéril, bien en rapport avec ma situation en bas de l'échelle des auteurs. J'étais trop heureux de finir mes histoires avec des soupirs ou des sons qui paralysaient les facultés de mes personnages et les laissaient sans courage, ni mots, ni idées pour dire ce qu'ils avaient éprouvé. « Nous savons les choses, continua-t-il, seulement au travers de nos 5 sens, ou de nos intuitions religieuses. En conséquence de quoi, il nous est quasi impossible de nous référer à quelque objet ou spectacle qui ne peut être dépeint que par les solides définitions ou faits établis, ou les doctrines avérées de la théologie, de préférence celles des congrégationnistes, avec toutes les modifications que la tradition ainsi que Sir Conan Doyle peuvent y apporter. Avec cet ami, Joel Manton, je m'étais souvent ainsi paresseusement opposé. Il était le proviseur de la East High School, né et élevé à Boston, et partageant cette surdité autosatisfaite de la Nouvelle-Angleterre aux harmoniques délicates de la vie. De son point de vue, seules nos expériences normales et objectives sont susceptibles de signification esthétique, et le rôle de l'artiste n'est pas tant d'augmenter nos émotions fortes par l'action, l'extase ou l'étonnement, que de maintenir un calme intérêt qui nous permette d'apprécier les détails pertinents de la vie de tous les jours. Il réservait spécialement ses objections à mon attrait pour le mystique et l'inexpliqué. Et bien qu'il crût au surnaturel bien plus complètement que moi, il n'aurait pas admis que ce soit un terrain suffisant pour un traitement littéraire, qu'un esprit puisse trouver son meilleur plaisir à s'échapper des contraintes quotidiennes pour que des images habituellement usées par la fatigue et l'habitude dans les figures répétitives de l'existence immédiate soient recombinées de façon originale et dramatique, était quelque chose de pratiquement incroyable pour son intelligence claire, pratique et logique. Pour lui, toutes les choses et sensations s'établissaient avec des dimensions, propriétés, causes et effets précis. Et quoiqu'il sût vaguement que l'esprit nous impose parfois des visions et sensations d'une nature beaucoup moins géométrique, classifiable, expertisable, il croyait se justifier en dressant une ligne arbitraire qui repoussait hors de son chemin tout ce que ne pouvait expérimenter et comprendre le citoyen ordinaire. Il était donc à peu près convaincu que rien ne pouvait être qualifié d'innommable. Cela ne lui était pas accessible. Et bien que pleinement conscient de la futilité d'arguments métaphysiques ou intuitifs confrontés à la suffisance d'un terrien orthodoxe, quelque chose dans l'ambiance de cet après-midi me poussa à aller un peu plus loin que nos divergences habituelles. Les pierres tombales en décrépitude, les arbres patriarches, et la ligne brisée des toits vénérables de cette ville qui nous entourait, réputée pour sa vieille sorcellerie, tout cela se rassembla pour m'inciter à défendre mon point de vue et porter mes convictions dans le territoire même de l'ennemi. Bien sûr, il n'était pas si difficile de commencer une contre-attaque, et je savais que Joel Manton s'accrochait encore comme il pouvait à pas mal des superstitions de bonne femme que les gens plus sophistiqués avaient réfutées il y a longtemps. La croyance en l'apparition de gens à l'agonie dans un lieu distant, ou l'impression laissée par des visages d'autrefois sur des fenêtres à travers lesquelles elles avaient regardé toute leur vie. Au crédit de ce que murmuraient nos grands-mères campagnardes, j'insistais présentement, venait la foi en l'existence sur Terre de substances spectrales séparées de leurs composantes matérielles, mais y survivant.
Cela supposait la faculté de croire à des phénomènes au-delà des notions naturelles. Parce que si un mort transmettait son image visible ou tangible de l'autre côté du monde, ou traversant l'épaisseur des siècles, serait-il plus absurde de croire que telle maison abandonnée soit pleine de choses sensibles bizarres, ou que ces vieux cimetières grouillant de l'intelligence terrible et désincorporée de générations? Et si les esprits qui voudraient causer toutes ces manifestations qu'on leur attribue ne pouvaient être limités par aucune des lois de la matière, pourquoi serait-il plus extravagant d'imaginer des choses mortes et psychiquement vivantes dans des formes ou l'absence de formes, qui pour la plupart des humains qui en seraient témoins seraient complètement ou épouvantablement innommables? Le sens commun, assurai-je à mon ami avec quelque chaleur en réfléchissant à ces sujets, est principalement une absence stupide d'imagination et de flexibilité mentale. Le crépuscule était venu, mais aucun de nous deux pour souhaiter clore notre conversation. Manton ne semblait pas ébranlé par mes arguments, plutôt obstiné à les réfuter, ayant cette confiance en ses opinions qui sans aucun doute lui avait valu ses succès d'enseignant. Tandis que j'étais trop sûr de mon domaine pour craindre la défaite, la nuit se fit, et les lampes s'allumèrent timidement dans quelques-unes des fenêtres éloignées, mais nous ne bougions pas. Nous étions confortablement assis sur cette tombe, et je savais que mon prosaïque ami n'était pas troublé par le trou caverneux dans le vieux caveau où les racines se mêlaient aux briques derrière nous, ni par l'obscurité rendue plus opaque encore sous cette bâtisse chancelante et déserte du XVIIe siècle, plantée entre nous et la plus proche rue éclairée. C'est ici, dans l'ombre, sur la tombe fissurée et sous la bâtisse à l'abandon, que nous parlions de l'innommable. Et après que mon ami eut fini de se moquer, j'évoquai la preuve affreuse derrière l'histoire dont il s'était moqué le plus. Mon récit s'intitulait « La fenêtre du grenier ». Il était paru dans le numéro de janvier 1922 de Whispers, en de nombreux endroits, particulièrement les États du Sud ou la côte pacifique. Ils avaient pris position contre ces magazines, disant que ce n'était qu'invention d'esprits faibles. Mais en Nouvelle-Angleterre, on ne bronchait pas. Ils se contentaient de hausser les épaules à mes extravagances. On ne pouvait démarrer avec une chose dont il était avéré qu'elle fût biologiquement impossible. Encore une de ces fichues histoires de patelins cinglés comme celle que Cotton Mather a été assez crédule de rassembler dans son chaotique Magnolia Christi Americana, et si pauvrement documentée qu'il ne s'est même pas aventuré à situer les villages où surgirent ces horreurs. Et pour trouver mes exemples, j'exagérais la transcription sommaire de ma vieille légende. Rien de cela n'était possible et caractéristique d'un gribouilleur inconsistant et partiel. Mather avait raconté les choses comme on les lui avait dites, mais personne, sauf un sensationnaliste de bas étage, n'aurait pensé à les grossir ainsi, regarder la nuit à la fenêtre des gens, se cacher dans le grenier d'une maison, en chair et en esprit, jusqu'à ce que quelqu'un regarde, lui aussi, à cette fenêtre, des siècles plus tard, sans pouvoir décrire ce que c'était, sauf que cela avait fait virer ses cheveux au blanc. Tout ça, c'était évidemment de la camelote, et mon ami Manton n'était pas le dernier à y insister. Alors je lui racontais ce que j'avais trouvé dans un vieux journal, tenu entre 1706 et 1723, déterré parmi des papiers de famille à même pas 1 kilomètre d'où nous étions assis. Cela donc, puis l'incontestable réalité des cicatrices sur le dos et la poitrine de mon ancêtre, que décrivait ce journal. Je lui parlais aussi d'autres terreurs survenues dans le pays, et comment on en avait chuchoté pendant des générations, et comment aucune folie mystique ne menait le jeune homme qui, en 1793, était entré dans cette maison abandonnée pour y examiner ce qu'il y avait sous la rumeur. C'était quand même une chose étrange. Rien d'étonnant à ce qu'en tremblent des étudiants trop émotifs dans les âges puritains du Massachusetts. On en sait si peu de ce qui se produit sous les apparences. Si peu. Sauf d'horribles grondements, comme si
éclataient des bulles putrescentes lors d'occasionnels et fantomatiques aperçus. La sorcellerie en sa terreur est un horrible ray de lumière sur ce qui bout dans les cerveaux accablés des hommes, et même pour une bagatelle. Époque sans beauté, époque sans liberté. On peut le voir aux architectures des maisons qui survivent, aux sermons empoisonnés d'une religion rigide. Et sous cet habit de ferraille rouillée grince et luit la perversion hideuse, diabolique et patentée, sigit pour de vrai l'apothéose de l'innommable. Cotton Mather, dans son démoniaque 6e livre, que personne ne devrait lire après la nuit tombée, ne mâche pas ses mots tandis qu'il plonge dans l'anathème, farouche comme un prophète juif, laconique, impossible comme personne aujourd'hui ne saurait l'être. Il parle de cette bête qui était au-delà de la bête, mais moins que l'homme. La chose, dit-il, aux yeux flétris, et du misérable ivrogne hurlant qu'ils avaient pendu pour prétendre l'avoir vu de ses yeux. Ce qu'il raconte, abruptement, mais sans aucune allusion à ce qui s'ensuivit. Peut-être qu'il ne le savait pas, peut-être qu'il le sut, mais n'osa le dire. D'autres le surent et n'osèrent le dire. Il n'y a pas de trace publique avérée de ce qui se chuchota à propos du verrou placé sur la porte de l'escalier du grenier dans la maison de ce vieil homme sans descendance, aigri, brisé, et qui avait fait poser une dalle d'ardoise vierge sur une tombe maudite. Encore qu'on puisse remonter assez de pistes dans cette vague légende pour faire tourner le plus indifférent des sangs. Et tout cela, cet ancestral journal que j'avais trouvé, le racontait. Toutes les insinuations cachées. Tous les contes murmurés à propos de ces choses aux yeux flétris, aperçus aux fenêtres dans la nuit ou dans les champs déserts, en bordure des bois. Quelque chose s'était saisi de mon ancêtre sur une sombre route de la vallée, le laissant avec des marques de cornes sur sa poitrine et dans le dos des griffes comme de singes. Et quand ils enquêtèrent sur les empreintes laissées dans la boue humide, ils trouvèrent les marques de sabots fendus et de pattes vaguement anthropoïdes. Et un conducteur de poste raconta une fois qu'il avait vu un vieil homme pourchassant et appelant une effrayante chose bondissante, sans nom, sur Meadow Hill, dans un timide clair de lune, des heures avant l'aube, et beaucoup le crurent. Il y eut certainement d'étranges palabres cette nuit de 1710, quand le vieil homme brisé et sans descendance fut enterré dans la crypte, à l'arrière de sa propre maison, à côté de la dalle d'ardoise vierge. Et personne n'ouvrit jamais la porte du grenier, abandonnant la maison à ce qu'elle était, déserte et ruinée. Quand il en surgit des bruits, ils chuchotèrent et s'effrayèrent et espérèrent que le verrou sur la porte du grenier résisterait. Puis ils cessèrent d'espérer quand l'horreur survint au presbytère, ne laissant pas une âme vive dans les lieux. Avec les années, la légende devint une affaire de fantômes. Je suppose que la chose, si c'était une chose vivante, avait dû s'éteindre. La mémoire s'en attarda, hideusement, encore plus hideuse d'être tenue si secrète. Pendant mon récit, Manton était resté pensif, mais en revint progressivement à sa manie analytique. Il accordait, par égard à mon raisonnement, que quelque monstre surnaturel avait possiblement existé, mais me rappela que même les plus morbides perversions de nature ne les contraignent pas à être innommables ou scientifiquement indescriptibles. Je respectais sa clarté et son opiniâtreté, mais j'ajoutais quelques révélations supplémentaires que j'avais recueillies de quelques vieilles personnes. Ces légendes, avec fantômes qui vinrent plus tard, expliquai-je, se référaient aux apparitions d'un monstre plus effrayant que quoi que ce soit d'organique pourrait l'être. Des apparitions de formes bestiales, gigantesques, parfois visibles et parfois seulement tangibles, qui venaient flotter lors des nuits sans lune et hantaient la maison, la crypte à ses pieds et la tombe où un jeune arbre avait poussé près d'une dalle anonyme.
Quant à savoir si de telles apparitions avaient blessé ou étouffé à mort d'autres victimes, comme allégué dans des sources non corroborées, elles avaient induit une force et consistante impression, et bien des plus âgés des gens d'ici la craignaient encore obscurément, même si largement oubliée par les 2 dernières générations, disparaissant peut-être parce qu'on cessait d'y penser. Et pour autant qu'une théorie d'ordre esthétique le permettait, si les émanations psychiques des êtres humains pouvaient subir de telles grotesques distorsions, quelle représentation cohérente pouvait exprimer ou figurer une nébuleuse aussi infâme et déformée que ce spectre d'une perfection chaotique, pernicieuse, en elle-même un morbide blasphème contre la nature. Ébauchée par le cerveau mort d'un cauchemar hybride, une telle fumeuse terreur ne constitue-t-elle pas l'effrayante vérité de l'innommable, vérité exquise, hurlante? Il devait être bien tard maintenant. Le vol singulièrement silencieux d'une chauve-souris m'effleura. Et je crois qu'il troubla aussi Manton, parce que sans le voir, je perçus qu'il leva le bras. C'est lui qui parlait à présent. Mais cette maison avec la fenêtre du grenier, elle est encore debout et abandonnée? Oui, répondis-je, je l'ai visitée. Et tu y as trouvé quoi que ce soit, au grenier ou ailleurs? Il y avait des ossements là-haut dans les combles. C'est peut-être ce que ce jeune homme avait vu. S'il était émotif, il n'aurait eu besoin de rien d'autre dans la vitre de la fenêtre pour le perturber grandement. S'ils venaient tous du même maître, ça devait être une monstruosité délirante, hystérique. Ça aurait été blasphématoire de laisser traîner de tels ossements. Alors je suis revenu avec un sac et je les ai portés jusqu'à la tombe derrière la maison. Il y avait une ouverture, j'ai pu les y verser. Ne pense pas que j'étais fou. Il aurait fallu que tu voies ce squelette, des cornes de 4 pieds, mais un visage et des mâchoires, comme toi et moi. Alors j'ai pu percevoir qu'un tressaillement enfin s'était saisi de Manton, qui s'était rapproché tout près, mais sa curiosité n'en était pas amoindrie. Et ses fenêtres? Elles avaient disparu. Une des fenêtres avait perdu tout son cadre, et l'autre aucune trace de verre dans les ouvertures en losange. C'étaient des fenêtres de cette façon, ces vieilles fenêtres à meneaux et claire-voie qu'ils utilisaient avant 1700. Je ne crois pas qu'elles aient eu un vitrage depuis au moins un siècle ou plus. Peut-être que notre étudiant les avait cassées quand il avait eu si peur. L'histoire ne le dit pas. Manton réfléchissait de nouveau. J'aimerais la voir, cette maison. Carter. Elle est où? Vitre ou pas vitre? J'aimerais l'explorer un peu. La tombe où tu as versé ces ossements, et l'autre tombe, sans inscription, tout ça, c'est un peu terrible. Tu l'as vu, du moins tant qu'il faisait jour. Mon ami fut plus affecté que je ne l'aurais pensé, parce que cette petite touche d'inoffensive théâtralité, il s'éloigna de moi d'un sursaut presque avec répulsion, poussa un cri comme une sorte de hoquet qui libéra la tension jusqu'alors accumulée. C'était un cri bizarre, et ce qu'il y eut de terrible, c'est la réponse qui lui fut faite. Alors qu'il résonnait encore, j'entendis un sourd craquement dans l'obscurité impénétrable et compris qu'on ouvrait une fenêtre dans cette maison ancestrale et maudite au-dessus de nous. Et parce que toutes les autres menuiseries avaient disparu depuis longtemps, je sais que c'est depuis les meneaux de cette démoniaque fenêtre du grenier qu'on ouvrait le bois sans vitre. Alors nous enveloppa un souffle d'air gelé, nauséabond, méphitique, qui venait de la même direction effroyable, suivi d'un hurlement aigu juste à côté de moi, depuis l'affreuse tombe de cet homme et de son monstre. Un autre instant, et je fus renversé de mon banc mortuaire par le battage de quelque entité d'une taille gigantesque, mais de nature indéterminée, frappé à en ramper sur l'humus et les racines de ce cimetière abhorré, tandis que de la tombe surgissait un grondement étouffé de halètements grouillants et que mon imagination en peupla les classes en lumière de légions miltoniennes de damnés difformes. C'était le vortex tourbillonnant d'un vent glacial, puis l'effondrement de briques mal scellées et de plâtre, mais je m'étais de grâce évanoui avant de pouvoir comprendre ce que c'était. Manton, bien que plus frêle que moi, était plus résistant, et nous rouvrîmes les yeux au même instant à peu près, malgré ses blessures plus graves que les miennes. Nos lits étaient côte à côte, et nous comprîmes en quelques secondes
que nous étions à l'hôpital St. Mary. Le personnel nous entourait avec une curiosité tendue, impatient de nous aider à retrouver la mémoire en nous racontant comment nous étions arrivés ici. Et nous entendîmes bientôt parler de ce fermier qui nous avait trouvés à midi, dans un champ perdu, au-delà de Meadow Hill, à 2 kilomètres du vieux cimetière, un lieu réputé pour avoir été celui d'un ancien massacre. Mountain avait 2 méchantes blessures à la poitrine et quelques coupures graves ou entailles dans le dos. J'étais moins sérieusement blessé, mais étais couvert de contusions et d'échymoses de la plus sauvage espèce, dont l'empreinte d'un sabot animal. Il était clair que Mountain en savait plus que moi. Mais il se refusa à dire quoi que ce soit au médecin interloqué et questionneur, dès qu'il sut à quoi ressemblaient nos blessures. Alors il expliqua que nous avions été victimes d'un taureau excité, encore qu'il fût difficilement crédible que nous ayons rencontré un tel animal. Une fois que les docteurs et infirmières nous eurent quittés, je lui lançai la question fatale. « Mais nom de Dieu, Mountain, mais c'était quoi? Ces cicatrices, c'est à cause de ça ?» Et j'étais beaucoup trop effrayé pour me réjouir, quand il me répondit à voix basse, ce dont bien sûr je me doutais. Non, c'était pas ça du tout. C'était partout. Une masse, une gélatine, une bave, où cela avait forme, un millier de formes de l'horreur, au-delà de toute pensée. Il y avait des yeux flétris. C'était l'abîme, le maelstrom, l'abomination ultime, Carter. C'était l'innommable. The thing with the blemished eye. La chose aux yeux flétris. Et comme dans toutes les histoires de H.P. Lovecraft, la façon dont le monstre qui surgit tout à la fin tient à peine en quelques lignes, et que toute l'histoire, tout le travail de l'histoire, et vous savez comme Lovecraft l'ébauchait précautionneusement avec un scénario factuel, un scénario du récit, était cette progression où chaque élément a sa seule existence, sa seule nécessité par rapport à la résolution finale, mais où tout pousse, tout amène à ce dernier basculement. C'est une histoire qui est parue dans Weird Tales au milieu de l'année 1925, mais écrite avant la venue à New York. Elle est intéressante parce que le vieux cimetière décrit est celui de la ville de Salem, maintenant devenue très touristique, mais Lovecraft avait un attachement particulier à ce vieux cimetière du XVIIe siècle et aux silhouettes de ces vieilles maisons qui l'entouraient au début du siècle. C'était pas encore le bazar que c'est maintenant. En même temps, c'est pas le seul ancien cimetière qu'il apprécie. Il y a un travail qu'il fait un peu systématiquement, mais qui ne tient pas du tout à l'occulte, qui tient, par exemple, à simplement relever les noms, décrire les arbres. Il y a le vieux cimetière de Boston, qui joue un rôle aussi dans le réanimateur, Herbert West, le réanimateur. Il y a évidemment à Providence, le vieux cimetière Saint John. J'en mets ici des images. C'est un lieu que j'apprécie énormément aussi pour une autre raison. Edgar Poe venait souvent dans ce cimetière. J'aime aussi beaucoup le vieux cimetière d'Edgar Poe à Baltimore, où Lovecraft s'est rendu plusieurs fois aussi. À Brooklyn, il y a un vieux cimetière polonais aussi, où il aimait se rendre comme ça pour avoir ces traces de vieille émigration. Et ce qui est un petit peu, pour moi, un petit peu ironique, c'est que, par exemple, tous les gens qui visitent Lovecraft à Providence, y compris Sonia, ils les emmènent au cimetière Saint John. On s'assoit sur les tombes, et c'est là le meilleur lieu pour parler du récit fantastique, du récit d'horreur. Ils les emmènent aussi souvent à Salem. On a dans le portrait que dresse Frank Belknap Long de Lovecraft dans les années 70, bien plus tard, un récit qui est presque le même que l'innommable. Simplement, il parle de quelque chose qui se passe en 1930, donc bien après l'histoire. Mais Lovecraft et Belknap Long s'installent dans le vieux cimetière Saint John de Providence et parlent de la possibilité de croire à l'occulte. Lovecraft se défendant de croire en quoi que ce soit à l'occulte, mais qui a besoin pour ce travail sur soi-même, sur
sur la terreur, sur le morbide, de s'appuyer sur la possibilité, comme ça, sur sur ce qu'extorque de nous de possibilités à côté du réel, cette espèce de tension où parfois se rassemble le réel. Et Black Knapp Long raconte, c'est très, très humoristique, puis il faut dire que je le traduise, comment à ce moment-là, une rafale de vent se saisit d'un tas de feuilles et le soulève comme ça, presque avec une forme anthropomorphe, et que tous les deux à la fois frissonnent et ça les fait rire. L'innommable. Et c'est le même mot en anglais. Vous savez que ce sera aussi le titre, bien plus tard, d'un texte de Samuel Beckett. Comment entrer dans ce qu'on ne peut nommer? Comment approcher ce qu'on ne peut pas nommer à travers les mots qui disent le réel tout près de soi? Le risque peut être terrible et peut induire la destruction de votre corps. Comment, dans le présent, les éléments liés aux vieilles légendes, de vieilles fenêtres, et l'idée comme ça qu'en se plaçant derrière l'endroit où quelqu'un a longtemps regardé, ce quelqu'un peut vous traverser dans le dos. Tous ces éléments-là, on les a, et c'est la magnifique beauté de ce texte. Mais il y a encore une dernière chose avant que j'arrête. Qui raconte ça? On a un type qui est de Boston, qui est prof, Mountain. Pas prof d'université, ça change. Quelqu'un qui est prof sur le terrain, prof de lycée, comme on dirait chez nous, prof du secondaire, comme on disait les Américains. Et puis Randolph Carter, cette espèce de double de Lovecraft, c'est-à-dire que Carter est un auteur qui vit de la publication de nouvelles fantastiques dans des magazines. Et puis, en Californie, on se moque de ces types qui rejouent les vieilles recettes du fantastique. Tout ça, c'est à double tiroir. Ambrose Bierce écrivait de San Francisco et personne ne se moque d'Ambrose Bierce. Ou peut-être qu'en Californie, il se moque aussi d'Ambrose Bierce. C'est pas si simple que ça. Mais pourquoi un auteur travaille encore sur ces vieilles légendes? Et en quoi ce Randolph Carter, ici, n'est pas simplement un double de Lovecraft, mais quelqu'un qui lit les vieux livres, le livre de Cotton Mather, un classique de la sorcellerie américaine. Lovecraft en possédait lui-même un exemplaire, c'est testé dans l'inventaire de sa bibliothèque, et puis mêle ça avec des archives familiales, un journal écrit par un ancêtre. Et tout d'un coup, l'histoire devient beaucoup plus compliquée, devient une espèce d'allégorie de l'écriture, et surtout une écriture très précise de comment la fiction peut se donner à elle-même et à nous, lecteurs, l'idée qu'elle n'est pas du tout une fiction. Et reste le mystère que les types ont réellement été retrouvés à 2 kilomètres d'où ils avaient leur conversation. La preuve, les questions que posent les docteurs et infirmières. H.P. Lovecraft, L'innommable, 1925. L'instant Lovecraft, on doit être au 59.